Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis Valence Borgia, je suis avocate, cofondatrice de la Fondation des femmes. On a parlé tout à l'heure des besoins de moyens, des besoins d'argent et des besoins de droit. Et c'est autour de cette conviction qu'il y avait ce double besoin très très urgent qui a été fondé sous l'initiative d'Anne-Cécile, la Fondation. Et donc, vous l'avez compris, moi je m'intéresse plus spécifiquement aux questions juridiques. Alors, je suis extrêmement heureuse d'animer cette table ronde et de voir ces deux mots accolés, ces mots de justice et de féminisme. C'est presque transgressif, au fond, en tout cas dans l'expérience qu'on peut en avoir les unes et les autres. Cette idée de justice, fondamentalement, elle est jolie parce qu'elle est polysémique, ça a été dit tout à l'heure. Ça renvoie à la fois à un idéal qui peut être individuel ou collectif et qui finalement tient à une forme d'éthique, de vertu, de paix sociale. La justice, c'est aussi la norme, évidemment, le droit. Et puis la justice, c'est une institution qui est évidemment typique des sociétés fondées sur la loi, et c'est plus spécifiquement cet aspect-là dont nous allons traiter aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'une justice féministe ? Je crois que la question est trop vaste pour trouver une réponse. En tout cas, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est que dans ces deux premières acceptions qui sont justement cette idée un petit peu d'idéal et de réaction à un sentiment d'injustice, elle touche, cette notion de justice, très fort à ce qui aiguillonne, je crois, nos engagements respectifs et à des engagements féministes. Finalement, ils naissent, entre autres choses, d'une réaction à un système de domination, d'oppression et d'inégalité. Et en cela, pouvoir traiter de ces deux thèmes ensemble dans cette table ronde, c'est extrêmement heureux. Ce qui est aussi intéressant, je trouve, dans la façon dont est formulé le thème de notre table ronde, c'est ce point d'interrogation. C'est étonnant qu'il existe encore aujourd'hui. Finalement, on s'interroge. Est-ce qu'une justice féministe est possible et laquelle pourrait-elle être ? Alors, on a posé dans les deux premières tables rondes de ce colloque le constat. L'idée aujourd'hui, grâce à la présence de ces intervenantes de très très haute qualité qui nous font l'amitié d'être ici, c'est de cheminer ensemble et de penser ce que pourrait être une justice féministe au sens d'institution. Vous avez tout en commun dans vos parcours et dans vos engagements et travaux et carrières professionnelles, d'avoir mis à un moment ou à un autre, parfois en permanence, cet enjeu de justice, cet enjeu de féminisme et d'égalité au cœur de votre chemin. Alors je vais vous dire quelques mots des unes et des autres avant que nous commencions cette table ronde. Laurence Rossignol, vous êtes vice-présidente du Sénat. Vous avez été également ministre de la Famille, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Entre autres choses, et pardonnez-moi parce qu'évidemment je ne pourrais pas être exhaustive, mais dans les sujets qui touchent plus précisément à ce qui nous occupe aujourd'hui, vous avez été à l'origine de la loi de 2016 sur le délit d'entrave à l'IVG, vous avez porté un plan de lutte contre les violences faites aux femmes, vous vous êtes prononcé en faveur de l'abolition de la prostitution, et vous venez de déposer un rapport sur l'industrie de la pornographie. Ce que je trouve assez marquant, en tout cas intéressant également dans votre parcours, c'est que vous avez fait des études de droit, donc vous êtes une juriste, et puis vous étiez également militante dans des associations, je crois, au MLF. Donc finalement, il y a des parcours comme ça qui se déroulent et qui sont très, très cohérents. Claire Hédon, vous êtes la défenseure des droits depuis 2020, après avoir été depuis 2015 présidente d'ADT Carmonde. Vous êtes membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, et vous aussi, vous êtes titulaire d'une maîtrise de droit. Sylvie Pierre-Brossolette, vous êtes depuis janvier 2022 présidente du Haut Conseil à l'égalité. Ah bon, mars ?
depuis mars 2022. Le décret a pris longtemps. C'est plus joli c'est une jolie date, mars. Vous êtes évidemment membre de la Fondation des femmes, dont vous avez dirigé la Cité audacieuse. Vous avez été présidente pendant 6 ans du comité droits des femmes du CSA. Et puis, vous avez été conseillère au sein du cabinet de Françoise Giroud, qui s'appelait autrefois le secrétariat d'État à la condition féminine. Véronique Le Goaziou, vous êtes sociologue de la délinquance et des violences, vous êtes chercheuse associée au CNRS et vous avez publié de nombreux ouvrages dont Viol, sociologie d'un crime en 2011 ou encore Viol, que fait la justice en 2019. Plus récemment, vous avez publié une tribune dans Libération sur le thème de la justice, de l'emprise et du consentement. Marie Mercade-Brun, vous avez déjà pu vous exprimer dans le cadre de ce colloque et vous nous accueillez en quelque sorte. Vous êtes professeure affiliée à l'école de droit de Sciences Po. Vous êtes également maîtresse de conférences au CNAM. Vous êtes membre du laboratoire LISE CNRS. Vous êtes copilote de l'axe genre, droit et discrimination. Vous avez été nommée en 2017 experte pour la France sur l'égalité des sexes auprès de la Commission européenne et vous y étiez membre du programme Régine. Je vais m'arrêter là, tant vos travaux sur l'égalité sont anciens, nombreux et remarquables et ils témoignent d'une expertise extrêmement précieuse et particulière. Alors enfin, il y a une dernière intervenante qui n'est pas avec nous, mais qui sera avec nous par écran interposé, qui est Sarah De Vido, qui est professeure de droit international, et quelle chance, à l'université de Venise, la Ca' Foscari. Elle est membre du Manchester International Law Center, où elle a cofondé le Women International Law Network. Elle a publié un ouvrage qui s'appelle Violence Against Women's Health in International Law en 2020. Et en 2021, elle a été co-autrice d'un rapport intitulé Criminalization of Gender-Based Violence Against Women in European States. Ça nous rappelle à quel point, finalement, lorsqu'on pense le droit, lorsqu'on pense la justice, on est parfois très franco-centré, très nationaux, alors même qu'évidemment, nous nous inscrivons dans un corpus beaucoup plus large, qui est celui du droit européen. Et nous avons parfois tendance à l'oublier. Alors peut-être, avant que nous écoutions Sarah De Vido, Marie Mercade-Brun pourrait nous mettre en perspective en peu de temps ces travaux. Oui, donc on a choisi de demander à Sarah De Vido de parler. Elle enseigne donc effectivement à l'Université de Venise et avec Lorena Sosa, excusez-moi, je perds ma voix, qui enseigne à l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas. Elles ont en fait rédigé ce rapport à la demande de la Commission européenne sur les violences genrées dans l'Union européenne suite à la signature par l'Union européenne de la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe, qu'un grand nombre de pays de l'UE ont ratifié, mais pas tous, en tirant en fait leurs ressources des réponses à un questionnaire approfondi envoyé aux experts des États membres. J'avais répondu pour la France. Donc ce rapport, il a inspiré la proposition de directive sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 8 mars 2022, qui en fait complète un dispositif européen existant. Il y avait quand même déjà la directive 2012 sur le droit des victimes de criminalité qui mentionnait de façon indirecte les femmes, la directive sur la traite des êtres humains, la directive sur l'indemnisation des victimes, et puis la directive 2011 sur la protection européenne. Dans un monde commun de justice sans frontières, il faut que, quand un État ne peut pas protéger, un autre État peut le faire. Donc voilà, c'est important de voir que c'est vraiment ce rapport, tiré des expériences communes ou différentes des États, qui a pu faire émerger la directive. Donc voilà, il y a vraiment une dynamique interne et européenne. Voilà. Merci beaucoup. Donc je pense qu'on peut lancer l'intervention de Sarah De Vido. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation à cette journée de réflexion à Sciences Po. Pardonnez-moi si je n'ai pas pu venir à Paris, ville que j'aime vraiment beaucoup.
Je vais vous présenter maintenant le rapport que j'ai réalisé avec ma collègue Lorena Sosa de l'Université de Utrecht pour les réseaux européens d'experts juridiques en matière d'égalité de genre et de non-discrimination, commissionné par la Commission européenne. Le rapport concerne la violence à l'égard des femmes fondée sur le genre, y compris la violence facilitée par les technologies de l'information et de la communication. Au niveau européen, l'instrument juridique par excellence est la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, la Convention d'Istanbul, adoptée en 2011 et ratifiée par 37 États. Le rapport est fondé sur les réponses aux questionnaires qu'on a envoyés aux experts nationaux des 31 juridictions, les 27 États membres de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et le Royaume-Uni. Bien sûr, l'analyse que je peux vous présenter dans 5 minutes est un peu limitée, mais je vais vous donner quelques informations essentielles pour terminer avec la pratique des États et une référence à la proposition de la Commission européenne pour une nouvelle directive. Pour ce qui concerne la violence à l'égard des femmes fondées sur le genre, il faut dire que la plupart des États membres couverts par le rapport n'ont pas inclus des définitions de la violence spécifiquement fondées sur les femmes dans leurs ordres juridiques internes. On a en effet des États qu'on inclut la définition des violences fondées sur le genre parce que cette définition est inclue dans la directive de l'Union européenne relative aux droits des victimes. En plus, il faut dire qu'il n'y a pas de juridiction qui ont réfléchi sur la violence à l'égard des femmes fondée sur le genre, facilitée par les technologies de l'information et de la communication. On a eu des situations où les États ont modifié la législation nationale, par exemple, pour inclure des crimes qui peuvent être définis comme des crimes, des violences commises en utilisant les technologies de l'information et de la communication, où on inclut la dimension en ligne comme une circonstance aggravante. Mais il faut dire que vraiment on a vu qu'il manque vraiment une définition et une capacité de répondre à la violence qui utilise les technologies de l'information et de la communication. On a choisi cette expression parce que la violence commise en ligne n'est pas suffisante. En fait, on a des formes de violence à l'égard des femmes qui utilisent la technologie, mais qui ne sont pas en ligne. Donc, c'est la raison pour laquelle on a préféré cette définition. Pour ce qui concerne la violence domestique, on a vu que les définitions des différentes juridictions sont neutres en termes de genre et ne reconnaissent pas que la violence domestique affecte les femmes de façon disproportionnée. On a vu aussi que les juridictions, la plupart des juridictions, l'attention sur l'exigence d'une répétition ou d'une régularité des actes violents pour que ceux-ci soient considérés comme relevant d'une violence domestique. En plus, la violence psychologique et la violence économique sont vraiment difficiles à reconnaître. Et en plus, la violence économique, par exemple, est inclue explicitement dans peu des juridictions. On peut ajouter aussi que dans la plupart des juridictions, les enfants témoins de violences domestiques ne sont pas considérés comme des victimes directes.
Pour ce qui concerne la violence sexuelle, y compris le viol, on sait que la définition de la Convention d'Istanbul, mais aussi les définitions au niveau international, se concentrent sur l'absence de consentement sexuel. Et cela est un élément vraiment important, mais il faut dire que peu de juridictions se concentrent sur l'absence du consentement sexuel explicite. Et en plus, ils se fondent sur l'élément de la force ou des menaces. On a une très importante pratique en Espagne. En effet, en Espagne, on a eu une récente loi en août 2022 qui a transformé la législation en ligne avec la Convention d'Istanbul. En effet, en Espagne, on avait une définition d'agression sexuelle qui formait la base pour la définition du viol et de l'abus sexuel. Et il se concentrait sur l'élément de la violence ou de l'intimidation. Mais il y avait des problèmes parce que la Cour suprême de l'Espagne avait en effet décidé que l'intimidation était liée à des facteurs environnementaux ou à la peur de la victime, vérifiés dans les contextes. Mais notre experte nationale, vraiment super, nous avait dit que la Cour avait expliqué les difficultés de distinguer entre l'intimidation, qui constitue le viol, il s'agit d'un crime, et l'abus d'une situation de supériorité qui est atypique d'un délit, l'abus sexuel. Et on sait tous et toutes ce qui s'est passé en Espagne et les mouvements de la société civile pour la considération d'un viol collectif comme un abus sexuel. Donc la réponse a été une nouvelle législation qui a été surnommée « Cela oui est un oui ». Officiellement, le titre est « Loi des garanties intégrales de la liberté sexuelle ». Et la question du consentement est essentielle dans cette loi parce que le consentement doit être libre, éclairé, volontaire et évalué en fonction du contexte. Donc, le consentement en Espagne devra être manifesté librement par des actes qui, en tenant compte des circonstances, expriment de manière claire la volonté de la personne. Cela peut déterminer une évolution aussi au niveau européen. Je vous remercie. Pardonnez-moi si je fais des erreurs en français, mais vraiment j'adore parler en français, mais ma recherche a été entièrement en anglais. Donc je vous remercie vraiment et au revoir. Je crois qu'au nom de toutes et tous, je pourrais transmettre à Sarah Davido nos remerciements et surtout la circonstance que son français était absolument parfait. Marie Mercadebray, en tant qu'experte précisément auprès de la Commission européenne, comment voyez-vous l'influence de l'Europe en France sur ces sujets et surtout son appropriation possible, notamment grâce à la directive en cours d'élaboration ? Alors, je vois en fait 3 moyens d'influencer la France concrètement. Je vais revenir un tout petit peu à ce qu'a dit la Convention d'Istanbul, à certains articles de la nouvelle directive, et puis à certains principes européens qu'on a en fait évoqués, qui sont des principes généraux, qui sont très importants, qu'on pourra toujours invoquer s'il y a des procès avec des questions préjudicielles devant la Cour de justice. Je voudrais d'abord dire effectivement que cette convention d'Istanbul, en fait, ce que je pense, c'est que de plus en plus, quand je travaille au niveau européen, c'est ce que je ressens, c'est que ça crée des dynamiques, ça crée des éléments de langage, ça crée des signaux forts. Et on a parlé tout à l'heure de vagues, de mobilisation. Ça peut vraiment accompagner des choses comme MeToo. Et puis, ça a un rôle vis-à-vis surtout des gouvernements, puisque ça met en lumière les manquements. Moi, quand j'ai des questionnaires à répondre, ils sont extrêmement précis. Donc, pour la Convention d'Istanbul, il y a un instrument, c'est ça qui est intéressant. Et justement, Zoé en a parlé, où on inspecte
globalement, c'est le premier traité international qui fixe des normes juridiques contraignantes plus précises sur les violences genrées. Donc on dit le mot, elles sont genrées, et ce symbole est très important, avec des rapports réguliers et des possibilités donc de suivi. Et même si c'est une influence morale, c'est une influence forte. Et ce qui est intéressant, c'est quand on lit très très bien la Convention, on voit cette idée que ça affecte, les violences affectent de façon disproportionnée les femmes. Donc c'est vraiment dit que ce sont des violences systémiques. Et je pense que ça c'est important parce que ce n'est pas forcément le discours du droit pénal français ou hexagonal. En plus, il y a ce travail transversal dans la Convention sur l'accompagnement des victimes, de façon très concrète. Et puis, alors quelque chose qu'on a peut-être, on l'a dit, bon, la prévention-sanction, très important, mais prendre en compte les femmes les plus désavantagées, les femmes migrantes ou réfugiées. Même pour ce colloque, on a eu un peu de mal. On voulait finalement qu'il y ait une parole de personnes autrement situées qui pourraient donner une parole un peu différente à ce colloque. Et ce n'était pas simple de trouver des personnes soit militants, soit qui étaient dans le droit et qui pouvaient porter cette parole des VSS pour les femmes, par exemple, migrantes ou réfugiées. Et puis, la Convention d'Istanbul parle des autres formes qu'on n'a pas trop mentionnées, les mutilations génitales, le mariage forcé, bon, bien sûr l'avortement forcé, la stérilisation forcée, c'est très important. Donc, globalement, on doit penser cette convention parle de la définition des violences avec l'absence d'un libre consentement de la victime, c'est l'article 36. Elle parle concrètement des centres d'aide d'urgence pour les victimes de viols et de violences. Elle parle des conditions de délivrance de permis de résidence pour les femmes étrangères. Et elle parle de budget. Elle parle de budget dédié à la prévention et la lutte contre les violences et soutenir les associations. C'est du concret. On n'est plus sur des règles internationales qui sont comme ça des grands principes et qui masquent finalement des réalités beaucoup moins glorieuses. Deuxième chose, la directive. Alors la directive, c'est très intéressant parce que bien sûr là on a le mécanisme du recours en manquement de l'État français qu'on pourra utiliser plus tard, ou de la question préjudicielle. Et on sait que ça a tellement bien marché en matière de discrimination. Et justement, ça fait une bonne articulation. Qui dit violence sexuelle et sexiste, on ne le dit pas assez, dit discrimination. Et c'est comme ça que l'Europe l'entend. Et c'est pour ça qu'on pourra utiliser les termes de discrimination directe, indirecte. Là, on a parlé beaucoup du pénal, mais vous savez qu'au civil, on a un aménagement de la charge de la preuve qui peut aider. Donc la directive, elle redéfinit, elle essaye, et c'est pas qu'elle va tellement plus loin que la France, c'est à minima. Elle vise donc la redéfinition du viol sur la base du défaut de consentement. Elle mentionne les mutilations génitales féminines et elle parle de cette cyberviolence, cyberharcèlement, etc. Et elle parle d'autres choses très concrètes. Elle parle aussi par exemple, les États membres veillent à ce que l'on entende par acte non consenti, un acte accompli sans que la femme ait donné son consentement volontairement ou dans une situation où la femme n'est pas en mesure de forger une volonté libre en raison de son état physique et mental, par exemple parce qu'elle est inconsciente, ivre, endormie, malade, blessée physiquement ou handicapée, où cette incapacité à se forger une volonté libre est exploitée. Et là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est les exemples donnés. Pareil, le consentement peut être retiré à tout moment au cours de l'acte, pour la violence conjugale notamment. L'absence de consentement ne peut être réfutée exclusivement par le silence de la femme, son absence de résistance verbale ou physique ou son comportement sexuel passé. Je pense que ces mots ont une résonance importante et pourront être mobilisés juridiquement. L'autre chose, et c'est marrant, ça vient en résonance de toute la table ronde, article 18 prévoit des outils de traitement, évaluation personnalisée de la victime, à identifier les besoins de la victime dès le début, dès le premier contact de la victime avec les autorités compétentes. Nécessité effectivement d'avoir une attention particulière aux risques émanant de l'auteur de l'infraction, son risque de réitérer, le risque de lésion corporelle, l'utilisation d'armes, la cohabitation avec l'auteur, la consommation abusive d'alcool ou de drogue, la maltraitance des enfants, les problèmes de santé mentale ou son comportement de traque furtive. Donc on est sur le comportement de l'agresseur moins que de la victime. Et enfin, tous les mécanismes qui font justement cette coordination et cette coopération
interservices et insister dans l'article 40 de la directive. Et dernier point, l'article 2, dès l'article 2, on parle des victimes exposées à un risque accru de violence et risques spécifiques. Et ça, c'est important pour tenir compte des personnes désavantagées. Il y a une nécessité dans l'article 35 d'un soutien ciblé aux victimes ayant des besoins spécifiques et des groupes à risque, et des exemples sont donnés. Femmes handicapées, femmes vivant dans des zones rurales, les femmes dont le statut de résident ou le titre de séjour dépend de celui d'une autre, les migrants sans papier, les femmes demandant une protection internationale, les femmes fuyant les conflits armés, les femmes sans domicile fixe, les femmes issues d'une minorité raciale ou ethnique, les travailleuses du sexe, les détenues ou les femmes âgées. Et enfin, on n'a pas vraiment d'études si on n'a pas la collecte de données de recherche. Or, l'article 44 prévoit explicitement que les États membres mettent en place un système de collecte, de développement, de production et de diffusion de statistiques sur la violence à l'égard des femmes ou la violence domestique, y compris toutes les autres violences qu'ils mentionnent. Donc, il y aura une enquête tous les 5 ans, une enquête des États auprès de la population en utilisant la méthodologie harmonisée de la Commission, donc Eurostat, pour recueillir les données. Voilà. Et donc, c'était mon dernier point. Pensons aussi à la Charte des droits fondamentaux de l'UE, qui parle à la fois du droit au procès équitable. C'est important parce qu'on peut le mobiliser en droit, notamment avec les questions préjudicielles plus tard. Aussi, le fait que les sanctions en droit européen doivent être dissuasives. Enfin, on demande aux États membres d'avoir des sanctions dissuasives. Et ce qui est formidable, parce qu'encore, c'est un système conséquentialiste, on parle toujours de l'effet utile des directives. Donc on est toujours en train de parler aussi ici de l'effectivité du droit. Au niveau européen, c'est un principe très important, l'effet utile. Quel est le but de cette règle ? Comment on fait pour la rendre efficace ? Donc il y a cette vision effectivement fonctionnelle de la règle. Merci. Merci infiniment. Et c'est vraiment... avoir ce réflexe européen, c'est vraiment quelque chose auquel il faut que nous nous habituions. C'est intéressant parce qu'à la fois, ça nous permet de penser le droit ensemble dans son élaboration, et puis ça nous permet, en regardant autour de nous, de voir évidemment peut-être des dispositifs qui sont mis en place et dont on peut s'inspirer. Et avant qu'on évoque le cas de l'Espagne avec Sylvie Pierre-Brossolette, je suis tombée un peu ce matin par hasard sur... un projet de référendum en Irlande. Je ne sais pas si vous avez vu que l'Irlande envisage de modifier sa constitution. Et j'ai cru que c'était une blague, en fait. Donc j'ai été regarder ce que dit l'article 41 de la Constitution irlandaise. Et la Constitution irlandaise, dans son article 41, qui est dédié à la famille, dit qu'en particulier, l'État reconnaît que par sa vie au sein du foyer, la femme apporte à l'État un soutien sans lequel le bien commun ne peut être réalisé. L'État s'efforce donc d'assurer que les mères ne soient pas obligées par nécessité économique de travailler au détriment de leurs devoirs au foyer. C'est joli, hein ? Et donc je trouve ça toujours intéressant avec cette histoire commune qu'on peut avoir avec nos voisins, et qui finalement, on peut rire des Irlandais, mais finalement ce qu'ils écrivent dans leur constitution fait écho à certaines pensées qui peuvent traverser notre propre société. Et heureusement, il y a également des États qui innovent, qui tentent de prendre la situation à bras-le-corps. Sarah Devido en a parlé, elle a parlé de l'exemple espagnol, c'est un peu celui dont nous vantons les mérites lorsqu'on est engagé et féministe. Et donc, Sylvie Pierre-Brossolette, est-ce que vous pensez que ce modèle espagnol serait susceptible de nous emmener vers une justice féministe ? Oui, merci. D'abord, merci de m'avoir confié à vos travaux. C'est passionnant. J'étais au fond, là, j'ai écouté la table ronde précédente. Et effectivement, celle-ci va apporter quelques réponses à vos questions, pas toutes malheureusement, parce qu'on ne réglera pas le problème aujourd'hui. Mais l'Espagne a apporté des réponses, on en parle toujours beaucoup, et sans vraiment creuser exactement quel est le système. Donc, je me suis penchée sur ce cas plus précisément pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. Et c'est vrai qu'ils sont bien en avance sur nous, et pour une fois, c'est les premiers de la classe. Et ils sont à côté de nous. La France se vante toujours d'être la meilleure en termes de droits, d'égalité, de fraternité. Là, vraiment, par rapport à notre voisin au-delà des Pyrénées, c'est pas du tout ça. Alors, on parle toujours du fameux milliard, hein, on en a parlé souvent, mais c'est pas simplement à cause de ce milliard, qui est d'ailleurs venu en plus
des sommes qui étaient déjà consacrées et qui s'étalent d'ailleurs sur 5 ans, mais qui fait quand même beaucoup d'argent. Non, ce qui fait la particularité du système judiciaire espagnol, c'est qu'il est d'abord en grande partie devenu spécialisé autour des femmes, pas encore complètement, hein, ça doit couvrir tout le territoire, mais là aussi c'est lent. Tous les arrondissements devraient être munis d'un tribunal spécialisé, il n'y en a qu'une centaine alors qu'il faudra plus de 500. Mais déjà là où ça fonctionne extraordinairement bien. C'est vraiment un modèle pour nous. Je vais vous donner quelques chiffres. Il y a en Espagne, parce que ce n'est pas juste le tribunal, c'est un tout, c'est l'accompagnement des femmes. La minute où elles déposent plainte, où elles vont signaler une main courante ou l'équivalent en Espagne, elles sont prises en main, protégées, aidées et guidées. Et donc, elles répugnent beaucoup moins à porter plainte. Ce qui fait qu'il y a 30% de plaintes de plus qu'en France, qui a une population de 30% inférieure. Vous voyez le gap déjà, ne serait-ce que pour la plainte. Ensuite, il y a des ordonnances de protection qui sont délivrées 17 fois plus qu'en France. Le nombre de condamnations est 2 fois plus élevé qu'en France. Le taux de féminicide est 2 fois moins élevé. La part des victimes tuées par leur conjoint après avoir déposé plainte, comme vous le savez, c'est la période la plus dangereuse pour les femmes, c'est passé en 10 ans de 75% de victimes à 20%. C'est toujours 20% de trop, mais il y a quand même un progrès, car elles sont mieux protégées. Et les aides financières pour la sortie de cette situation, une fois qu'elles ont quitté leur conjoint violent, bénéficient à 33 000 femmes. Vous vous rendez compte, on en rêverait en France. Hein. Et il y a près de 9 000 places d'hébergement spécialisées et non mixtes. Là aussi, ce serait un peu le rêve pour nous, et c'est pourtant à quelques kilomètres d'ici. Alors, quelle est la clé ? Il y a une police complètement spécialisée, des tribunaux spécialisés, avec des magistrats et des policiers complètement formés à ce que sont les notions spécifiques de violence faite aux femmes, la notion de traumatisme, la notion d'emprise, enfin, toutes ces choses particulières qu'un magistrat n'est pas habitué forcément à apprendre, à côtoyer. Enfin, il y en a dans la salle, ils pourront me contredire éventuellement, mais ce n'est pas dans la formation classique du cycle judiciaire en France. C'est vrai que quand une femme traumatisée par un viol ou une agression vient de porter plainte, elle n'est quelquefois pas en très bon état, elle est traumatisée, elle peut paraître incohérente. Alors évidemment, les flics, ils disent, mais enfin, madame, vous vous contredisez, n'importe quoi, est-ce que vous êtes sûre, comme disait tellement bien Emmanuel Piette tout à l'heure. C'est vraiment méconnaître ce que peut provoquer une agression sexuelle ou un viol. La même chose à l'audience, ou pour le juge d'instruction d'abord, puis à l'audience. Il faut vraiment rendre ces violences-là spécifiques, particulières, avec un rendu particulier. C'est ce qui est arrivé à faire l'Espagne. Et alors ces tribunaux spécialisés traitent à la fois du pénal et du civil, ce qui fait qu'en même temps que vous portez plainte et qu'il y a un procès qui va s'enclencher contre le conjoint violent, ça règle le problème des enfants, de l'habitation, enfin tout est réglé en même temps par le même tribunal qui connaît le même dossier, il n'y a pas besoin de recommencer. Donc généralement c'est maximum 1 an, l'instruction, procès, enfin c'est vite fait, ça répond quand même très souvent aux objections, il n'y a plus de preuves, on ne sait plus où on en est, et puis la présomption d'innocence est de facto une réponse meilleure quand les policiers et les juges sont en empathie avec la victime et comprennent mieux ce qui lui arrive que quand ils ne comprennent rien et que ça les embarrasse et qu'ils en ont assez. C'est vraiment très important. Alors, comme je vous ai dit, malheureusement, il n'y a que 106 exactement tribunaux au lieu des 429 prévus. Et même en Espagne, on considère que la formation des autres magistrats, pas de ceux des tribunaux spécialisés, est encore insuffisante, alors qu'il y a déjà un peu une formation spécifique pour les autres. Mais ça fait une différence lorsque une affaire de violence faite aux femmes est traitée par les tribunaux spécialisés. Il y a 9 fois sur 10 une condamnation. Quand c'est un tribunal pénal classique, c'est seulement 6 fois sur 10. Donc on voit bien que quand les magistrats sont formés et en empathie, ils comprennent mieux ce qui se passe, ils condamnent plus. Alors, est-ce qu'on peut le faire en France ?
moi, je ne vois pas qu'est-ce qui empêche la France d'imiter l'Espagne. C'est une question de volonté politique, d'argent, d'organisation. Enfin, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Qu'est-ce qu'on attend? Franchement, c'est absolument incompréhensible. Surtout qu'on dit qu'on prend la bonne direction. Mais alors, l'argent, je vais vous citer exactement cette affaire d'argent. L'Espagne, grosso modo, enfin, si on ajoute le budget normal, plus le fameux pacte qui a été voté en 2017, qui apportait le milliard supplémentaire pour 5 ans, fait que par habitant, il y a 16 € par an par habitant consacrés aux violences faites aux femmes en Espagne, contre 5 en France. Et encore 5, on est large, on compte le Grenelle, qui était un petit peu ambitieux et peut-être pas tout à fait exact. Donc l'Espagne n'est quand même pas plus riche que la France. 16 € par rapport à 5 €, 3 fois plus que nous, c'est pas possible. Et puis, ces tribunaux spécialisés, de temps en temps, ça coûte pas un sou de plus. C'est juste les mêmes magistrats, mais qui sont mieux formés et qui sont dédiés à des violences particulières. En France, il y a des magistrats qui disent « Oh là là, mais il va y avoir du coup une magistrature et une justice qui sera hostile aux hommes. » Ben non, elle sera juste, au lieu d'être toujours hostile. Voilà. Et il y a aussi cette espèce de conservatisme un peu frileux. Il vaut mieux pas bouger, le droit, les grands principes. Mais ces grands principes, moi je suis bien d'accord, hein, la présomption d'innocence, on ne va pas accuser quelqu'un sans preuve, la prescription. Mais enfin, plus on va vite, plus on est incité à porter plainte vite, moins il y a le problème de la prescription. Plus l'organisation est en empathie avec les femmes, moins il y a de problèmes de présomption d'innocence. Tout va ensemble. C'est pas juste une question des grandes règles avec lesquelles je suis d'accord et qui fondent le droit français, superbe et merveilleux. Mais après, il y a une condition d'exercice, comme on l'a déjà beaucoup dit ici. Alors, il y a déjà une expérience en France. Il y a le TGI de Créteil qui a une chambre spécialisée qui prévoit une justice d'urgence pour les violences conjugales. C'est un timide début. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas répandu? On ne sait pas. Je pense qu'il y a un problème de moyens en France, en particulier pour les zones rurales où les tribunaux sont petits. Donc effectivement, faire un tribunal spécialisé en coupant les moyens en deux, ça va être problématique. Mais là encore, c'est un problème de moyens. Et je trouve que ce qui a été fait en Espagne, et maintenant ça démarre au Québec, hein, la loi de l'Espagne organisant les tribunaux spécialisés, elle remonte à 2004. Hein. Le fameux milliard, c'est 2017. Et Québec, ça commence, les tribunaux spécialisés. Alors Isabelle Rome a eu raison de vouloir le faire ici, mais bon, encore 6 mois de discussion au Parlement, c'est très bien, peut-être que ça aboutira à un système qui sera consensuel et au moins ça pourra être voté vite, même si les majorités ne sont pas claires en ce moment au Parlement. Mais il faut avancer, et puis il faut avancer vite, parce qu'en attendant, ce sont des plaintes qui ne sont pas déposées, des crimes qui restent impunis. Il suffit de mettre l'argent à grande cause, grand moyen, on le dit souvent. Et puis, alors vous savez, c'est toujours la même histoire sur l'argent. On en trouve pour l'aéronautique, on en trouve maintenant pour l'écologie, on en trouve pour tout, sauf pour les femmes. Et c'est la même chose que pour les nominations. Hein. Quand on trouve pas de femmes, c'est qu'on n'a pas d'imagination, on se trouve des excuses. Mais pour l'argent, c'est pareil. Hein. Quand on n'arrive pas à dégager de l'argent, on trouve des excuses, alors qu'il n'y a pas d'excuses à avoir. L'argent, quand même, on peut faire des arbitrages. Il y en a beaucoup dans d'autres secteurs. La justice pleure misère, même si on augmente son budget de temps en temps, et c'est pas Madame Taubira qui me dira le contraire, ça restera toujours insuffisant. Donc pour les femmes, c'est une priorité, il s'agit de vie humaine, là. C'est quand même un peu plus grave que pour d'autres délits et d'autres crimes. Franchement, il faut mettre le paquet et se dépêcher. Voilà pour l'Espagne, est-ce qu'il faut être prêt? Merci Sylvie. Et en réalité, que ce soit l'exemple de l'Espagne ou d'autres, ce qui est intéressant, c'est finalement cette notion de possibilité de faire évoluer les choses et de changer, puisqu'il y a une forme de croyance que certains aussi tentent à diffuser, selon laquelle il y a des formes de fatalité, des choses sur lesquelles on n'a pas de prise, alors que évidemment
en matière d'égalité, comme dans tous les autres domaines, des modes d'action sont possibles. Alors, si on en revient à la France et à cette question de qu'est-ce que serait une justice féministe, et si on essaye d'identifier aussi la question des freins et des blocages, moi je voudrais me tourner vers vous, Laurence Rossignol, et avec votre expérience à la fois de femme politique, de juriste, ayant porté un certain nombre de projets en faveur des droits des femmes et ayant une expérience de l'élaboration de la loi finalement, comment on en vient à une justice féministe, ou comment on n'en vient pas d'ailleurs à une justice féministe? J'ai combien de temps? Vous avez 4 minutes. 4 minutes. Merci. Alors, pour commencer, peut-être que cette question de justice féministe m'a troublée. Probablement parce que j'ai quelques vieux restes de ma scolarité étudiante. Et en fait, la justice n'est pas supposée être féministe, la justice est supposée être juste. Et j'observe qu'à chaque fois qu'on ajoute un adjectif qualificatif après la justice, c'est pour en dénoncer les travers, les dysfonctionnements, et c'est toujours négatif. On a la justice de classe, la justice patriarcale, la justice raciste. Et à chaque fois, ça s'oppose à une justice qui serait simplement juste. Donc, je ne plaide pas pour une justice féministe, au même titre qu'il y a beaucoup de débats qui sont des débats qui renvoient à des questions de justice et qui en même temps se passent en dehors des cercles judiciaires, qui sont tous les débats qui animent le monde politique actuellement, avec les questions d'exemplarité et de sanctions des hommes politiques qui ont failli à leur exemplarité. Et je ne plaide pas, par exemple, pour qu'il y ait une révolution féministe aujourd'hui dans laquelle on dise, bah oui, il y aura quelques balles perdues, il y aura quelques têtes qui vont tomber, peut-être que ce ne sera pas juste pour cela, mais enfin, après tout, en 1792, 1793, il y en est tombé d'autres, et c'est comme ça, les révolutions ont toujours des dommages collatéraux. Je ne suis pas d'accord avec cette approche, parce que je suis féministe, parce que je suis pour la justice. Et je ne peux pas accepter l'idée qu'on utilise le féminisme pour promouvoir un projet de société qui ne serait pas juste ou qui serait un projet conjoncturel de revanche. Je voulais faire cette précision dès le départ. En revanche, je pense que la loi doit être féministe. Ça veut dire quoi que la loi doit être féministe? C'est-à-dire que la loi part d'un état des lieux. L'état des lieux, c'est celui des inégalités, des discriminations et de l'incapacité dans bien des domaines de la loi, en étant neutre sur le plan du genre, à corriger ces inégalités. Donc la loi doit rattraper ces inégalités. Toute loi neutre du point de vue du genre est une loi qui va soit laisser les inégalités en l'état, soit les aggraver. Donc la loi doit être féministe. La justice doit être faite par des juges et féministes. Ça veut dire quoi d'être juge et féministe? Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont posé il et elle, parce que j'ai beaucoup aimé ce que disait Gwenola tout à l'heure sur le face-à-face anthropologique entre des femmes juges et des hommes prévenus. Et j'ajoute une autre chose, parce que je vois beaucoup de femmes qui se cognent dans le labyrinthe de la justice. Elles me voient passer à la télé, disent « Oh, la dame, elle a l'air gentille. » Et puis en plus, elle a l'air de parler de mon bon problème. Donc elles se tournent vers moi. Et je suis bien, en général, bien désemparée pour leur répondre. Mais qu'est-ce qu'elles disent souvent? Elles me racontent une histoire d'une grande injustice et elles me disent « Et c'est des femmes que j'avais en face de moi et c'est des femmes qui n'ont pas compris. » Et parce que les femmes pensent que quand elles vont avoir des femmes en face d'elles dans la justice, elles vont avoir spontanément des alliés chez ces femmes juges. Et ce n'est pas le cas. Donc des juges ont posé leurs lunettes qu'elles avaient depuis toujours, qui sont les lunettes du monde patriarcal, celui qui donne le pouvoir aux hommes et qui voit le monde du point de vue des hommes. On les enlève, on amène notre paire et on regarde le monde du point de vue des femmes. Et on s'aperçoit que c'est plus le même monde. On voit plus la même chose. On voit la situation des femmes incontestablement. Donc des juges et féministes, des lois féministes et puis aussi des gouvernements féministes avec des ministres qui engagent des politiques pénales qui ont pour but de prendre en compte une histoire, une généalogie, l'évolution lente des comportements. Voilà ce que je voulais dire à cet instant. Est-ce que j'ai encore un peu de temps ou pas, Valence? Vous avez besoin d'un petit peu de temps. Ah oui, moi j'ai besoin de plein de temps, moi c'est mon problème. Je voulais juste dire une autre chose, c'est que ce qu'on fait là, en fait, notre sujet c'est pas la justice en soi, c'est pas une fin. C'est la justice comme moyen de faire disparaître les violences sexistes et sexuelles. C'est ça qui est important pour nous. Et donc, il faut évaluer la justice à l'aune de critères d'efficacité.
La justice est-elle une condition nécessaire? Incontestablement. Suffisante? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi n'est-elle pas suffisante? De quel point de vue se place-t-on? Du point de vue des victimes. Depuis Sarkozy, on parle beaucoup des victimes. Voilà, il n'y a pas d'attaque. Hein. C'est une période de judiciaire. On parle du point de vue des victimes. Du point de vue des victimes, qu'est-ce qu'attendent les victimes? Est-ce que les victimes attendent que l'auteur soit condamné? Est-ce que les victimes attendent que leur préjudice soit réparé à la hauteur de ce qu'il coûte? Et la Convention d'Istanbul, ça a été fort bien rappelé à l'instant, nous dit à quel point les violences sexistes et sexuelles ont un impact économique. Est-ce que la justice va prendre en compte justement toutes les inégalités économiques? Je vous renvoie à tous les travaux qui sont faits sur les inégalités de patrimoine. J'ajoute petite parenthèse, la justice, c'est aussi l'ensemble des gens qui tournent autour et qui ont des métiers qui vont avec. Les notaires. Si vous saviez le nombre de dossiers que j'ai dans lesquels les notaires s'endorment sur des dossiers de séparation et de séparation de biens, et où des femmes attendent depuis 8, 10, 12 ans que le notaire se réveille et veulent bien un jour leur donner la moitié du bien qu'elles attendent, et en attendant, elles sont sans moyens. Donc la justice, c'est aussi l'ensemble des professions qui vont autour. Donc je finis juste mon propos et je vais vite. Donc du point de vue de la justice, le préjudice, on ne parle pas assez, à mon sens, de réparation civile en matière de préjudice des violences sexistes et sexuelles. Et du point de vue des auteurs, est-ce que moi, je suis historiquement de gauche, j'ai toujours été de gauche, je suis toujours. Donc, j'ai été élevée dans un monde dans lequel on disait que la sanction pénale, on n'était pas pour l'inflation des peines. Et est-ce que c'est le volume, le montant de la peine qui va être dissuasif, ou est-ce que c'est la certitude d'être confronté à la peine? Et je voudrais juste conclure ce moment de mon propos sur une petite remarque qui est l'analyse que je fais, c'est que la libération sexuelle des années 70 a donné aux hommes un permis de violer absolument formidable. En fait, maintenant, depuis que les femmes ont des relations sexuelles en dehors des liens du mariage et que c'est admis, eh bien, la vraie présomption dont ils bénéficient n'est pas tant une présomption d'innocence que la présomption du consentement de la femme avec qui ils ont une relation sexuelle. Toute femme qui couche avec un homme est présumée être consentante depuis la libération sexuelle. Et donc, ce que nous avons à démonter, c'est ça, c'est la question du consentement. Faut-il le traduire dans la loi? Faut-il changer la loi? Je ne le sais pas à cette étape. Et pour tout vous dire, avec les débats que j'ai avec mes collègues dans la fabrique de la loi, on n'en est pas encore tout à fait à la fabrique de la loi féministe, du moins au Sénat. Merci infiniment. Pour en revenir à une problématique qui a été posée, notamment dans le cadre des questions avec la salle lors de la table ronde précédente, il y a la question de la finalité de la justice. Et je vais me tourner vers vous, Véronique Logoasiou, c'est-à-dire, si on repose la question de cette finalité de la justice, au fond, que vise la justice pénale? Quelles sont les attentes des victimes? Et puis ça repose évidemment la question des moyens. Elle est large cette question. Bonjour à toutes. Quelques petits mots peut-être pour planter le décor. Alors comme beaucoup d'entre mes camarades, collègues, consoeurs, lorsque j'ai su que j'étais dans cette table ronde sur une justice féminine, je me suis dit aïe aïe aïe, mais c'est quoi ce truc? Ce qui m'arrive souvent d'ailleurs parce que je suis sociologue et une sociologue engagée. Donc en clair, je suis en pleine schizophrénie à peu près tout le temps que je travaille. Puisqu'en tant que sociologue, je dois respecter la zone de confort de la neutralité, de l'objectivité, de la bonne distance, etc., etc. Et en tant que sociologue engagé, j'ai bien évidemment envie que mes travaux puissent faire bouger les choses. Donc là, je vais rester sociologue, en tout cas pour le début, puis je verrai après à la fin si j'ai envie de déborder sur la femme engagée. J'ai trouvé une réponse, moi, à la question de ce que serait une justice féministe, mais je l'évoquerai peut-être tout à l'heure. Néanmoins, il me semble qu'avant de s'interroger collectivement, enfin personnellement, puis surtout collectivement, parce que c'est ça qui est important sur ce que pourrait être une justice féministe, il y a 3 prérequis. Il y en a 28 en réalité, mais il y en a au moins 3. Le premier, c'est qu'il faut qu'on connaisse mieux et qu'on comprenne mieux comment l'institution judiciaire fonctionne encore aujourd'hui. J'ai passé des heures et des heures à éplucher des centaines, peut-être même des milliers maintenant de dossiers judiciaires de violences sexuelles, et il y a un tas de choses que je ne comprends toujours pas. Il y a un tas de points aveugles dans le fonctionnement judiciaire
qui s'appelle par exemple infraction insuffisamment caractérisée, lorsqu'on sait que c'est le motif qui est le plus souvent utilisé par les procureurs pour classer les affaires de viol, sachant que plus des 2/3 des affaires de viol sont classées. J'ai toujours pas pigé ce que c'est qu'une infraction insuffisamment caractérisée. Je le dis pas de façon normative et critique, je dis je ne sais toujours pas ce que ça peut signifier. On ne sait toujours pas, et bien sûr je prêche pour ma chapelle, et ça rejoint ce que disait Emmanuel Piet tout à l'heure, ce qui se passe dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie. On n'a pas de recherche sur ce sujet. Ça fait des années qu'on pleure lamentablement auprès d'on ne sait trop quel ministère d'ailleurs, en nous disant donnez-nous un peu d'argent pour qu'on aille voir concrètement ce qui se passe. Je ne connais pas de recherche un peu approfondie et un peu rigoureuse qui porte sur ce sujet-là. Je n'ai toujours pas compris en quoi consistait la correctionnalisation judiciaire et les négociations qui sont à l'origine de cette correctionnalisation qui permet, comme vous le savez, de juger notamment une affaire de viol dans un tribunal correctionnel. Qu'est-ce qui se passe entre les différentes parties? Je ne le sais toujours pas. Bref, on a comme ça toute une série de points aveugles. Les magistrats ne sont pas fermés du tout à la venue de sociologues. C'est un peu compliqué parce que c'est long, parce qu'ils ont beaucoup de travail, etc. Mais en général, ils acceptent que l'on vienne. Sauf qu'on n'a pas de moyens pour aller mener ces recherches. Et on a besoin, enfin moi et mes collègues sociologues, nous avons besoin de ces travaux pour essayer de mieux comprendre comment fonctionne la justice. Je pense que la grande majorité de nos concitoyens, et surtout de nos concitoyennes, ne le savent absolument pas. Et d'ailleurs, moi-même, il y a encore quelques années, je ne le savais pas. Donc ça, c'est un premier prérequis fondamental, de mieux comprendre comment fonctionne l'institution judiciaire, avant éventuellement de dire « nous estimons que ça ne fonctionne pas bien et nous souhaiterions ça, nous, femmes, ou nous, société démocratique et juste, effectivement ». Le deuxième prérequis, c'est qu'attendons-nous de la justice? En fait, j'en sais rien. Et quand je vois la justice au travail, parce que c'est ça mon boulot en fait, c'est pas tellement, quand je suis sociologue uniquement, c'est pas tellement de savoir ce vers quoi il faudrait tendre, mais quels sont les usages et les pratiques de la justice, je me dis au fond qu'est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est une chambre d'écho de la plainte des victimes? Absolument pas. Absolument pas, parce que le taux de plainte est encore étonnamment et dramatiquement bas en matière de violence sexuelle. Dramatiquement, je le mets entre guillemets, parce que sinon ça fait engager. Et quand on sait que pour un grand nombre de plaignantes, de femmes victimes de violences sexuelles ou conjugales, c'est un véritable parcours du combattant. Donc on ne peut pas dire que l'institution judiciaire soit une chambre de réception comme ça et d'écho d'enregistrement, oui, mais ça a été dit d'ailleurs par la présidente de la Cour d'appel de Poitiers, c'était pas sa vocation du tout, donc c'est pas ça. Est-ce qu'elle a vocation à punir les auteurs? Pas plus, au fond, puisqu'on connaît effectivement le taux de condamnation extrêmement faible sur les auteurs de violences sexuelles, conjugales, de violences faites aux femmes. Donc c'est pas ça non plus. Il faut effectivement savoir de façon plus large que de toute façon le jugement en instance de jugement est un acte assez rare au fond au sein de l'institution judiciaire. Je disais que 2/3 des affaires de viol étaient classées. Il faut savoir que 80 à 90% de l'ensemble des délits et des crimes qui sont commis sont classés. Ce n'est pas une originalité ou une spécificité des violences sexuelles. Donc, est-ce que la justice punit les auteurs? Non, enfin peu, faiblement, en tout cas pour les violences, nous, qui nous intéressent. Est-ce qu'elle a vocation à les resocialiser, à les réinsérer, à leur donner une chance? Quand on voit le taux de récidive ou de réitération, je n'ai pas très bien compris ce que signifie ce mot de réitération un peu bizarre, non plus. Quand on voit l'état des prisons, non plus. Quand on voit le très faible nombre d'éducateurs et de conseillers de probation et d'insertion qui sont dans les prisons, ce n'est pas le cas non plus. Est-ce qu'elle a pour vocation à préserver la paix sociale? Oula, alors là, quand une féministe entend paix sociale, elle dit c'est quoi ce machin? Quand on sait que la paix sociale, on entend paix des ménages, nous, une espèce de truc un peu ancien, on se dit mais c'est quoi ce truc? Alors qu'on sait que ça cache des iniquités, des inégalités, des injustices, des douleurs, des souffrances, des dominations, etc. Au fond, c'est quoi? Et c'est quoi? Et qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Elle fait un peu tout ça, on a l'impression, de façon assez insatisfaisante. Et du coup, qu'attendons-nous d'elle? Que souhaitons-nous d'elle? Ce qui me fait basculer vers mon troisième point pour tenir dans les 5 minutes que l'on m'a accordées, à juste titre d'ailleurs, pour que nous puissions toutes avoir la parole. Moi, je ne sais toujours pas non plus, ça a été dit plein de fois déjà lors de la table ronde précédente et ce matin, que souhaitent les victimes? Je ne le sais pas. Je ne le sais toujours pas. Et je pense que c'est une véritable question. Alors, on les entend de plus en plus, et tant mieux. Il y a un tas de blogs, il y a le travail des associations de défense des droits des victimes qui fait remonter une parole, mais c'est hyper compliqué. D'abord parce que 80% d'entre elles ne s'expriment pas, au fond. Je parle en langage judiciaire, là, donc je ne sais pas bien ce que veulent les 80%. Et quand on creuse un petit peu, et je suis assez sensible à ce qui a été dit par une dame avocate qui, je crois, est parlée avec le truc sur la bouche, le masque sur la bouche, quand j'ai épluché plusieurs centaines de dossiers de viol classés par les parquets,
Parfois, un dossier de viol classé par les parquets, parfois ça fait 2 pages. Donc en fait, on joue aux devinettes. C'est en étudiant plusieurs centaines qu'on commence éventuellement à trouver des chemins qui nous permettent de comprendre pourquoi le parquet a décidé de classer. Il y a un certain nombre de ces affaires où c'est clairement la victime qui se retire et qui se désiste. Et elle se retire et elle se désiste pour toute une série de raisons qu'on sent intuitivement, peur des représailles, la honte, la gêne. Elle ne veut pas que monsieur aille en prison, c'est le père de ses enfants, il n'y aura plus d'argent à la maison, enfin on a tout. Il y a aussi, j'ai été violée, il m'a battue, mais je l'aime, etc., etc. Et il y a aussi quelque chose, moi, qui m'a assez stupéfaite quand je l'ai découvert dans les dossiers, ça a créé d'ailleurs une grosse zizanie au sein de l'équipe qui a explosé, c'est que pour certaines plaignantes, porter plainte, c'est la fin de quelque chose. Et ce n'est pas le début d'autre chose. C'est-à-dire que le fait qu'elle soit allée jusqu'au dépôt de plainte, c'est déjà énorme pour elle. Et je pense qu'il est fondamental, enfin moi ça a fait vraiment écho, je me suis dit mais il faut qu'on entende ça, que être allé jusque-là, ça peut être pour un certain nombre de femmes victimes de violences, le résultat d'un très très long cheminement qu'elles ne souhaitent pas forcément poursuivre ou continuer pour tout un tas de raisons qu'il convient également de mieux comprendre et de mieux connaître. Donc, comment fonctionne la justice ? Quelles sont ses finalités ? On a besoin de travaux là-dessus. Et que veulent les victimes ? Je ne connais pas d'enquête rigoureuse, de recherche approfondie sur ce sujet qui pourrait aujourd'hui nous donner des billes pour avancer sur ce questionnement, me semble-t-il, fondamental. Merci beaucoup. Sur ce chemin, évidemment, de la justice féministe, de la justice tout court, on trouve un certain nombre d'acteurs et d'actrices qui sont celles et ceux, les interlocuteurs, notamment des plaignantes, des victimes tout au long de la chaîne judiciaire. Et je me tourne vers la défenseure des droits. Au fond, dans ce qui est le champ de compétences qui est le vôtre, quel type de constat et de recommandations vous pourriez formuler s'agissant précisément de cette question des hommes et des femmes qui sont les interlocuteurs de celles et ceux qui demandent justice? Peut-être que je pense que ce serait bien que je démarre en expliquant un peu de rappeler les compétences de l'institution du défenseur des droits sur ces questions d'égalité femmes-hommes. D'abord, l'institution du défenseur des droits a 2 missions principales. La première, c'est rétablir les personnes dans leurs droits à partir des réclamations que nous recevons. 115 000 en 2021, une augmentation de 18%, ça dit quelque chose des difficultés d'accès aux droits. Et deuxièmement, c'est promouvoir les droits et les libertés dans nos domaines de compétences. Et ça veut dire, à partir de ce que nous observons dans les réclamations, faire un certain nombre de recommandations, de rapports, et dont des avis au Parlement. Juste à titre d'exemple, j'étais étonnée la première année de mon mandat du nombre d'auditions que j'avais eues à l'Assemblée nationale et au Sénat. En un an, 44 auditions pour des projets, propositions de loi, commissions d'enquête. Donc très fréquemment à aller défendre à la fois ce que nous observons et ce que nous préconisons. Et 5 domaines de compétences. D'abord, les droits des usagers de services publics, la défense des droits des enfants, la protection et l'orientation des lanceurs d'alerte, le respect de la déontologie des forces de sécurité, nous sommes l'organe de contrôle indépendant, et la lutte contre les discriminations. Et c'est bien à ce titre-là que je vais vous parler, mais vous allez voir aussi comment les questions d'égalité femmes-hommes et de violence faites aux femmes peuvent traverser aussi toute l'institution, et vous le pensez bien en droit des enfants, vous pouvez le penser aussi en déontologie des forces de sécurité sur les questions d'accueil en commissariat. Sur la question des discriminations, donc la défense et la promotion des droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes, en fait, du coup, ça touche un large spectre dans la discrimination liée au sexe, à la grossesse, à la situation de famille, ou tout simplement qui concerne des femmes dans d'autres domaines, justement les questions de discrimination dues à l'origine, à l'apparence physique, à l'âge ou à la question du handicap. Et du coup, vous vous doutez bien qu'on utilise beaucoup dans nos décisions les questions et les enjeux d'intersectionnalité. Je pense qu'ici, je peux le prononcer sans problème et que tout le monde comprend de quoi on parle. Vous dire aussi un petit étonnement de ma part au début, quand je suis arrivée il y a 2 ans et demi, c'est la question des discriminations dues à la grossesse. Je pensais que c'était une affaire réglée, très honnêtement, et parce que la loi est excessivement claire, et j'étais étonnée du nombre de décisions que nous pouvions rendre sur des femmes qui ne retrouvaient pas leur poste, un poste équivalent, un salaire équivalent, ou
qui du coup n'étaient pas renouvelées dans des contrats courts, alors qu'au départ on leur avait bien parlé qu'on allait continuer à les garder, mais sauf qu'entre-temps il y avait une grossesse. Et d'ailleurs à ce propos, au mois de mars, on a sorti un guide juridique grossesse à destination aussi bien des femmes que des employeurs. Donc, notre domaine de compétence, on n'est pas compétent pour traiter des propos sexistes, des violences faites aux femmes, mais on peut recevoir des saisines relatives à des violences subies par les enfants, à des discriminations dans le cadre professionnel, à l'embauche ou pendant la carrière, des questions d'harcèlement sexuel, d'harcèlement discriminatoire, d'harcèlement moral ou sexiste. On est compétent sur ces questions-là. À des entraves aux droits des femmes dans leur relation avec les services publics. Je pense à des femmes qui ont des difficultés à accéder à l'IVG, ou du droit au séjour pour des femmes étrangères victimes de violences. Et puis à des manquements à la déontologie des forces de l'ordre, dont la difficulté de porter plainte, dont on est saisi de situations de dépôt de plainte qui se passent très mal pour les femmes, avec des questions absolument lamentables. Alors, nos recommandations pour la chaîne judiciaire. D'abord, et ça a été dit, mais on continue à le redire, il faut renforcer les moyens. Il faut renforcer les moyens aussi du service public, de la justice et de la police, si on veut qu'ils puissent faire leur travail correctement. C'est des renforcements financiers et humains. Il faut former aussi l'ensemble des acteurs. Il y a des choses qui ont été faites, mais certainement pas suffisamment. Et puis, nos études, et là je trouve que c'est assez intéressant de montrer les difficultés que peuvent rencontrer des femmes qui travaillent dans la police ou des femmes avocates. Dans la police, on a police, je dirais force de sécurité, je devrais dire en général, parce que la décision cadre qu'on a rendue concernait l'ensemble des forces de sécurité, que ce soit police, gendarmerie et aussi d'ailleurs les sapeurs-pompiers. C'est une décision cadre d'avril 2021. Tout ce que je vous cite est disponible sur notre site internet. Et dans des milieux donc, vous voyez bien, professionnellement, historiquement, particulièrement masculins, on a été frappé de l'absence de protection des victimes, de questions justement de harcèlement sexuel, de retard de prise en charge et de protection des femmes, qui nous a amené à faire un certain nombre de recommandations dans ce domaine. Et puis sur les avocats, en 2018, l'institution, avec la Fédération nationale des unions des jeunes avocats, a réalisé une enquête pour mettre en lumière les discriminations dans cette profession. Une profession qui, a priori, connaît le droit, est plutôt bien équipée pour se défendre. Et effectivement, ce qu'on a observé, c'est que pas du tout, et particulièrement pour les femmes avocates, c'est-à-dire tout à fait conscience d'être victimes de discrimination, mais n'ayant rien fait, essentiellement par peur des représailles. On l'a déjà cité, cette question-là, mais la peur des représailles, elle est omniprésente sur ces questions, et c'est pour ça que les femmes ou que les personnes victimes de discrimination ne vont pas devant les tribunaux. Et d'ailleurs, mais ce sera plutôt dans la deuxième partie, on y reviendra, je trouve dans toutes ces questions aussi assez injuste de faire porter le poids à chaque fois sur la victime. C'est à la victime qu'on demande, et on ne comprend pas pourquoi elle n'est pas allée devant les tribunaux, en gros. Mais quand on sait, parce que nous on l'observe dans les décisions qu'on rend, la question des représailles, honnêtement dans l'emploi, le nombre de fois où ce sont des représailles, c'est-à-dire la femme a commencé à dire quelque chose, et la conclusion c'est quand même un licenciement, et rien d'autre, et quand c'est pas pire. Donc je pense que cette peur des représailles est quand même omniprésente. Et puis un dernier mot pour vous dire que justement, dans notre rôle et dans nos fonctions, il y a aussi de financer, de soutenir des études dans des domaines où on sent bien qu'on a besoin de plus d'informations. Et justement, nous finançons une étude sur l'accueil dans les commissariats et dans les gendarmeries. Et évidemment, avec un petit angle femmes et enfants dont vous pouvez vous douter, avec des résultats a priori en 2024, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Je rebondis, je ne peux pas m'empêcher sur la situation des avocates, qui est une situation que je connais bien. Et en effet, il y a quelques années, j'étais dans le cadre de mes activités dans ce syndicat que vous avez mentionné, l'Union des jeunes avocats, nous vous avions saisi de discrimination à raison de la grossesse dans le cadre de cabinet. Vous aviez rendu des avis, en effet, faisant état de ces discriminations. Et ce que vous dites sur la peur des représailles est très juste. Et donc les avocates en question n'avaient pas saisi l'ordre, mais l'ordre, voyant que le défenseur des droits s'était saisi de la question,
on s'est senti quand même un peu contraint de s'auto-saisir. Et juste pour que vous ayez l'épilogue de cette histoire, finalement, le cabinet en question, qui avait discriminé plusieurs collaboratrices, a été condamné disciplinairement à une radiation, l'associé en question, de 9 mois, parce que 9 mois, c'est la durée d'un congé maternité. Vous avez toutes vu le spectacle de Caroline Vigneault. Voilà. Elle chiffre le prix de... Oui, de la maternité chez les avocates. Il était nous en venons à cette troisième partie et dernière partie de la table ronde, qui est finalement en pratique, une fois le constat posé, le diagnostic fait, comment aller vers une justice féministe. Et je me tourne de nouveau vers vous, Véronique Legoisiou. Dans votre esprit, finalement, que serait une justice féministe ? Elle pourrait être beaucoup de choses, mais je pense que la priorité, c'est la protection. C'est un mot qui a été énoncé plusieurs fois. Créer des lois, on sait faire. On en a un paquet. Je crois qu'on a à peu près tout ce qu'il faut. On n'a pas arrêté d'en créer. On a calculé, des économistes de la justice ont calculé que c'est plusieurs centaines de modifications du code pénal et du code de procédure pénale qui sont réalisées depuis 20 ans. On n'en peut plus, à la limite, des lois. Parce que le problème, c'est plusieurs centaines. Et le problème, c'est que ça ne suffit pas. Et qu'en matière de protection des victimes, alors certes, on a avancé, je vais redire des choses qu'on a déjà dites, mais depuis l'ordonnance de protection, le téléphone grave danger, le bracelet anti-rapprochement, la plateforme de signalement, en fait, on pourrait dire, ça bouge. Certes, pas assez vite, mais il y a quand même un paquet de choses qui ont été faites. Mais je voudrais surtout insister sur le fait que tout cela est très inégalement réparti suivant les territoires. Ça a été vaguement évoqué par certaines. Il se trouve que je vis dans un village de 1200 habitants avec une tradition rurale très, très, très ancrée et que mon métier me conduit sur des territoires très précarisés, des territoires populaires. J'enseigne dans des lycées technologiques et dans des lycées professionnels. On est très loin de Paris et on est très loin de là aujourd'hui. On est très loin de tout. On a un premier CIDFF au mieux qui doit être à 30 km et encore quand le CIDFF est ouvert. C'est-à-dire que quand les bénévoles et la salariés qui le tiennent n'ont pas craqué avant. On a une demi-association qui porte vaguement un discours féministe et elles sont deux, elle est 2,5 les années fastes, soumises au régime de la subvention annuelle par un unique financeur. Et bien évidemment, quand le financeur se retire, il n'y a plus d'association, il n'y a plus de financement, il n'y a plus rien. Il n'y a personne sur ces terrains-là. Il n'y a clairement personne sur ces terrains-là. Où que je me tourne, je viens de passer 2 ans dans des bidonvilles, des squats des Bouches-du-Rhône et dans les quartiers, les fameux quartiers nord de Marseille, il n'y a personne. Où est la parole féministe ? Il n'y a personne. Les seuls que j'ai vus, c'est l'amicale du Nid, et encore, ils sont à 1,5 et c'est quand ils peuvent. On est où, là ? Et là, pour le coup, j'arrête d'être sociologue et je prends ma casquette d'engagé, c'est qu'on frise le cynisme. C'est-à-dire qu'on peut créer des lois, je l'ai dit. On rugit comme des lions. Il y a aussi des enjeux du pouvoir exécutif et législatif derrière ça. Mais concrètement, comment on va les porter sur les terrains auprès de celles et ceux qui en ont besoin? Quand j'enseigne dans des enseignements, dans des lycées professionnels et que les jeunes filles me racontent des choses qu'elles font avec les mecs, mais j'hallucine. Je me dis, mais on est à 15 000 années-lumière de ce que nous portons, nous, aujourd'hui, dans cette salle. Sauf qu'on ne les a pas, les porteurs de cette parole. Ceux qui vont aller, comme on disait dans les années 70, j'étais vraiment toute petite, conscientiser. Elle se fait quand, cette conscientisation, et avec qui? Alors, il y a des forces, ce qui s'est fait en Seine-Saint-Denis, par exemple, qui a été remarquable, mais c'est sur un département que ça a été fait. Je peux vous dire que dans mon département, le Gard, on en est quand même très, très loin. Les gens ne comprennent pas ce que je raconte, ils savent que je suis sociologue, que je travaille sur les violences sexuelles, ils me disent, mais on vit dans un autre monde, eux et moi. Donc, je pense qu'il y a vraiment nécessité, pour cesser d'avoir un discours qui est à la limite de la démagogie, et moi je dis clairement du cynisme, de rugir comme des lions quand il s'agit de créer une loi, de faire des Grenelles, de voter quelque chose au Parlement, et sur le terrain, de voir qu'il n'y a quasiment personne pour aller porter cette parole-là auprès de celles et ceux qui en ont besoin. Et je ne vois pas comment faire l'économie d'un mouvement social. Pour ça, pour le coup, je redeviens sociologue. Mais seul ce mouvement social pourra effectivement, à terme, faire bouger les choses. Ce n'est pas uniquement avec des recherches, ce n'est pas uniquement avec des enquêtes, ce n'est pas uniquement au Sénat, pardonnez-moi Laurence, c'est en allant sur ce terrain-là. Et il n'y a pas, je vous jure qu'il n'y a pas. Ou alors, il y a de façon extrêmement précaire, parfois aussi précaire que les publics dont ces associations ou dont ces collectifs
doivent s'occuper. Donc là, je pense qu'il faut vraiment taper du poing sur la table en disant ça ne suffit pas de faire la loi, il faut aller la porter véritablement par des moyens humains, parce que j'en connais pas d'autres pour le coup, auprès de celles et ceux qui en ont terriblement besoin. Merci. Laurence Rossignol, vous me faisiez signe. Est-ce que c'est parce que vous vouliez réagir à ce qui a été dit ? Oui, parce que ce que vient de dire à l'instant Véronique Le Goisiou me parle. Le ministère des droits des femmes, enfin, comment ça s'appelle, égalité femmes-hommes maintenant. Le ministère mais c'est pas neutre. Un jour, je vous parlerai de la différence entre les droits des femmes et l'égalité. Et ce que l'égalité fait disparaître comme pan de la revendication féministe par l'abandon du mot droit des femmes. Et ce que ça ouvre d'ailleurs comme champ de complexité quand on met tout ensemble les droits des femmes, les LGBT, l'antiracisme, l'antisémitisme, voilà, ce mélange-là n'est pas forcément facile à gérer pour celles qui en ont la charge. Moi, j'avais juste droit des femmes. Une fonctionnaire par département. Une fonctionnaire, déléguée départementale droits des femmes, elle est une. Voilà. Et les pauvres services sur lesquels elle pouvait un peu s'appuyer, qui étaient direction départementale de la cohésion sociale, ont été fusionnés avec tellement d'autres services qu'on ne les retrouve même plus. Ils ont disparu, ils sont exsangues. Donc, elle est seule. Et quand on regarde bien ce qui s'est passé sur le ministère, enfin, sur les politiques publiques, la conduite des politiques publiques, droits des femmes, égalité par les gouvernements, en fait, une fonctionnaire, et tout a été sous-traité aux militantes féministes, et donc aux bénévolats des militantes féministes. Alors là, il y a des petites subventions pour les associations, 3919, la FNSF, bon, il y a un volet de subventions pour les associations, mais c'est peanuts par rapport aux besoins. Et donc, en fait, on a d'abord délégué les questions des femmes aux militantes féministes, comme si ça ne concernait pas les autres. C'est-à-dire que, et ensuite, en comptant sur le bénévolat, qui est historiquement quand même notre rôle et notre tâche. Voilà, on est passé du bénévolat à la maison au bénévolat à l'extérieur de la maison. Donc voilà la réalité que vous décrivez, qui a des conséquences terribles. Je ne vais pas faire la promo, mais il y a un rapport du Sénat qui s'appelle « Femmes en milieu rural, les zones blanches de l'égalité » et qui révèle ou prouve que dans les zones rurales, c'est dramatique la lutte contre les violences en milieu rural. Il n'y a pas d'assos, elles ne savent pas à qui s'adresser. Au moins en ville, il y a des associations, il y a un peu de... En rural, il n'y a rien. Voilà, la justice est loin, mais ce n'est même pas le sujet, c'est que tout est loin. Et donc aujourd'hui, on a en plus, et j'ajoute ça parce qu'on a en plus un autre problème qui est le désinvestissement global du bénévolat et de l'associatif. Et ça, ce qu'on dit là, à part les sociétés de chasse qui vont pas mal, les autres, ça va pas terrible hein, en milieu rural pour le reste du tissu associatif. Donc, c'est tout ça. Moi, j'en suis arrivée à la conclusion maintenant, un peu déprimée, mais peut-être parce que c'est le début de l'automne, hein, c'est un changement de saison, c'est que n'importe quelle influenceuse a 3,5 millions de vues sur ces vidéos, alors que nous, on est trop contente quand on a 50 retweets et puis la possibilité de s'exprimer devant 50 personnes dans un département. Voilà, donc il y a quelque chose qui ne va plus, mais qui est même au-delà des questions qui sont les nôtres. Alors, je voulais vous donner la parole sur un autre sujet, Laurence Rossignol, avant de peut-être faire un petit... Alors moi, je veux bien rebondir d'abord sur cette question-là quand même, parce qu'on parle de population précaire, éloignée du droit. Vous imaginez bien que c'est une de mes préoccupations principales. Et je pense que les mouvements féministes, pour l'instant, ont un peu oublié aussi ces populations plus précaires, ces populations en zone rurale. Et quand vous dites « allez porter des messages vers elles », mais les écouter, à quel moment on donne la parole à ces jeunes et à ces jeunes femmes de ces quartiers-là, et je pense qu'il y a une urgence là-dessus à agir, et effectivement à ne pas se déconnecter d'une partie de la population. Et puis de façon très très basique, si on appliquait la loi sur les cours d'éducation sexuelle à l'école,
Vous savez que le dernier rapport IGAS là-dessus dit que l'effectivité de la loi, c'est 15% des cours qui sont prévus dans la loi qui sont effectivement faits. Les cours d'éducation sexuelle à l'école, c'est quand même un très très bon moyen de lutter contre les violences faites aux femmes, parce que c'est quand même un moyen d'information et d'instruction. Ne se battre juste pour que la loi de 2001 soit réellement appliquée, et appliquée partout, justement en zone rurale, dans les quartiers défavorisés, ça permettrait de lutter efficacement contre certaines violences. Alors sur les associations... Non. Je m'apprêtais juste à vous dire qu'il nous restait 5 minutes pour beaucoup d'interventions, mais je voulais juste que tu t'exprimes, Sylvie. Quand même dire que sur les associations, Claire a raison de dire qu'il faut que les zones rurales soient couvertes, mais on leur demande beaucoup. Elles ont bon dos. Elles font déjà un boulot énorme. Elles n'ont pas les moyens de le faire. Elles vont partout où elles peuvent avec des subventions. L'État se décharge sur les associations. Ah oui. Et qui fait le boulot quand c'est l'État qui devrait le faire? C'est les associations, et bravo les associations qui sont là. Bon. Et pour poursuivre ce que vous avez dit, en dehors des améliorations ponctuelles qu'on peut faire sur le droit, je vais vous dire les 3-4 propositions qui ont été faites au long des années par le HCE en termes de code pénal. Par exemple, la possibilité de porter plainte justement depuis une association, prévoir une enquête systématique pour violence sexuelle en cas de suicide ou tentative de suicide d'une femme, donner l'aide juridictionnelle gratuite, en particulier pour les femmes étrangères qui sont généralement évidemment les plus démunies, interdire la requalification des viols de crimes en délit. Enfin, tout ça, c'est beaucoup de moyens à prévoir, mais pourquoi pas faire tout ça? Mais ce qui est plus grave, et je suis d'accord avec Claire là-dessus, c'est que nous baignons, et c'est ça qui me rend un peu pessimiste, dans une culture du viol qui s'empire plutôt. Il y a un consensus, en particulier dans la jeunesse, pour dire il faut plus d'égalité, MeToo c'est formidable, on est d'accord, le partage des tâches, etc. Mais dans les mêmes sondages, on voit que les plus jeunes de 18 à 34 ans ont des pratiques plus violentes que leurs aînés. C'est c'est un gros souci. Les associations le savent très bien, elles ont tout autant de plaintes qu'avant et de femmes, de jeunes femmes, sinon plus qu'avant, du coup, qui sont agressées, violées, etc. Donc, 1000 fois d'accord pour que cette loi de 2001 soit enfin appliquée. On l'a réclamé au HCE. C'est incroyable que ça ne soit pas fait. Il y a une espèce de maintenant de terrorisme, soit de certains parents d'élèves, soit de peur des profs, soit de l'institution de l'éducation, qui est complètement lourde là-dessus. Et les rares associations qui ont accès, comme le Planning, qui fait un boulot formidable, et qui fait ça dans 3000 établissements, elle pourrait faire le double si elle en avait les moyens, mais elle ne les a pas. Donc, toujours, on en revient à cette histoire de gros sous. Et cette culture du viol, si elle continue à malheureusement s'étendre dans une jeunesse qui est baignée dans le porno, n'est-ce pas, Laurence? On a bien vu, leur éducation se fait sur la bande passante, le porno. La moitié de la bande passante, c'est du porno en France. La moitié de la bande passante, vous vous rendez compte? Et donc, à 8-10 ans, ils commencent à apprendre le sexe, les relations avec les filles et les relations sexuelles entre eux dans le porno. Donc, il ne faut pas s'étonner après que les féminicides continuent et que les chiffres soient catastrophiques. La justice peut beaucoup, il faut évidemment l'améliorer, il faut évidemment faire au minimum ce qu'a fait l'Espagne, mais si on ne change pas les données de base et qu'on ne prend pas le mal à la racine et qu'on n'essaye pas de remettre les générations qui arrivent dans un rapport plus apaisé avec l'autre, on va continuer à avoir nos yeux pour pleurer. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci Sylvie. Alors, je voudrais demander l'autorisation à la présidente de la Fondation des femmes de bénéficier d'un petit rap de quelques minutes. Merci. Il y a une dimension qui me paraît fondamentale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup évoqué cette notion de justice à travers le prisme de la justice pénale, parce que fondamentalement, c'est là où on sent qu'il y a une gravité qui tient à la vie des uns et des autres, à la souffrance physique, à la douleur, aux familles. Mais on sait parfaitement que tous ces enjeux de justice, d'abord, ne sont pas réductibles à ces questions pénales et qu'elles ne sont pas non plus réductibles à la justice en tant qu'institution judiciaire. La justice, elle ne se joue pas, heureusement d'ailleurs, parce que sinon on aurait un grave problème, uniquement dans les tribunaux. Il y a plein d'autres canaux et vecteurs de justice. Donc c'est peut-être sur ces sujets-là qu'on pourrait achever cette table ronde. Peut-être, Claire Hédon, je sais que le défenseur des droits, justement, un certain nombre de préconisations qui touchent à des propositions
qui permettrait cette fois-ci d'aboutir à une justice en tant que résultat, je dirais. Et j'aurais aimé vous entendre là-dessus. Oui, je vais être rapide parce que j'ai compris qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Je dirais, avant les évolutions législatives, je redis que rappeler le droit existant et appliquer le droit, ce serait déjà bien. Je pense entre autres l'obligation de prévention des discriminations auprès des employeurs, la protection des victimes, je pense que c'est important de le rappeler. La protection aussi contre le harcèlement sexuel, notre institution a permis de renforcer cette protection et entre autres avec la définition du harcèlement sexuel qui a été élargi au harcèlement sexuel dit environnemental ou d'ambiance, de blagues, d'allusions misogynes, pas forcément dirigées contre une personne en particulier, mais qui décrit une ambiance. La Cour d'appel d'Orléans en 2017 l'a dit très clairement et l'a reconnu, à partir entre autres d'observations que nous avons fait dans nos moyens d'intervention. On intervient beaucoup en médiation, on rend des décisions, mais on n'a pas de pouvoir de contrainte, mais on peut faire des observations devant les tribunaux en qualité d'amicus curiae, d'amis de la Cour, auprès aussi bien des tribunaux judiciaires qu'administratifs, de la Cour européenne des droits de l'homme. On ne représente aucune des parties, mais nous donnons notre point de vue et là-dessus, nos observations ont entièrement été suivies. Et dans les recommandations, harmoniser les définitions du harcèlement sexuel, la répétition d'actes n'est pas exigée. Une seule fois suffit, c'est important de le rappeler. La Cour de cassation l'a validé, le Conseil d'État aussi, mais il faudrait que ça apparaisse de façon beaucoup plus claire dans le Code du travail, le Code pénal. Porter aussi à 12 mois le montant d'indemnité plancher qui est versé à un salarié licencié en raison d'un motif discriminatoire. Franchement, les peines ne sont pas du tout suffisantes et pas du tout dissuasives sur ces questions de discrimination et d'harcèlement. Et puis, je voudrais revenir sur la question de l'action de groupe, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même très difficile de tout faire porter sur la victime. Donc, c'est vrai que la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle permet de dépasser cette approche individuelle par l'action de groupe, mais ça ne va pas suffisamment loin. Et dans nos préconisations, il y a encore des incertitudes. Il y a la procédure, elle demande 6 mois de négociation préalable avant toute saisine du juge pour que l'employeur procède aux corrections nécessaires. L'action de groupe reste limitée à la suppression de la discrimination, mais la question de la réparation du préjudice, c'est encore la victime qui doit aller seule devant les tribunaux. Les associations n'ont pas les moyens financiers non plus d'accompagner, d'ailleurs ni les syndicats, et je pense que ce recours collectif devrait permettre d'obtenir des sanctions qui soient dissuasives, absolument comme l'exige d'ailleurs le droit européen de la non-discrimination. Et il faut donner une réelle portée à ces actions de groupe si on veut réussir à lutter de façon beaucoup plus efficace contre les discriminations. Voilà quelques-unes des recommandations dites rapidement. Merci. Merci pour ces pistes et cette efficacité. Oui, Marie Mercade-Brun, toujours dans cette idée-là, selon laquelle, finalement, en dehors du droit pénal, il y a d'autres champs. Je pense notamment à tout celui qui est immense, et on sait à quel point, d'ailleurs, toutes ces violences sont imbriquées entre elles, mais je pense au champ immense des violences économiques et à la question du droit du travail. Dans cette question, vous travaillez beaucoup sur le harcèlement sexuel et sexiste au travail et sur les discriminations fondées sur le sexe. Quelle solution semble se dessiner dans l'emploi ? Alors c'est vrai qu'effectivement, c'est vraiment le lien sur lequel je veux vraiment insister. En droit du travail, on voit que de toute façon, parfois, il y a cet esprit encore individuel. Même je regardais la définition du harcèlement sexuel et elle est encore sur de porter atteinte à la dignité de la personne, soit de créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. On ne parle pas d'environnement, alors que le droit européen insiste. Ce qui est bien, c'est que la dernière loi de 2021 sur la définition du harcèlement sexuel, quand même commence à ouvrir sur le caractère collectif des agissements, en disant, lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée, là on voit justement cette ambiance qui va poindre. Aussi, lorsqu'un salarié subit de tels propos ou comportements successivement venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Donc on voit bien qu'on commence à cerner ces secteurs où, en fait, il y a un risque qui existe. Et là, on n'a peut-être pas assez parlé du risque. Alors, il ne faut pas le voir uniquement comme un risque
professionnelle, mais globalement, on comprend très bien le risque écologique. Je ne vois pas pourquoi on ne comprend pas la toxicité de ces violences dans le travail. Et ça, c'est frappant. Or, d'abord, et c'est frappant quand on regarde les arrêts, ça entrave la capacité de travail et d'évolution professionnelle des victimes elles-mêmes, mais aussi des collègues. Ça empêche, en fait, tout le service de travailler correctement, y compris pour les hommes. Et donc ça, c'est le genre de choses sur la discrimination systémique qu'on peut mentionner. En plus, des études américaines montrent très bien, et ça c'est très intéressant parce que je voulais faire le lien avec l'économique, que, en fait, d'abord, les violences sexistes peuvent être rapprochées des violences sexuelles, souvent on les sépare. Deuxièmement, on a remarqué que quand il y a peu de femmes, il y a une inaction des témoins et des superviseurs pour enclencher finalement des témoignages, mais à l'inverse, et ça c'est intéressant dans d'autres pays, lorsqu'il y a une masse critique de femmes qui pénètrent un secteur professionnel, et bien tout d'un coup, on voit l'incidence du harcèlement sexuel qui diminue. Donc globalement, il y a des discriminations directes, il y a des discriminations indirectes, parce que souvent, même les travailleurs ne savent pas quelles sont les procédures, ça c'est très intéressant. Et donc j'ai essayé de voir deux types de solutions. Je suis allée regarder la négociation collective là-dessus. On pousse cette négociation collective sur l'égalité, elle doit inclure, pour l'histoire de la qualité des conditions de travail, la question, effectivement, des violences, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Eh bien, elle est pauvre. Elle, bien sûr, il y a une procédure de prévention qui est mise en place, il y a une prise en charge des victimes, il y a un soutien aux victimes dans certains, avec une association extérieure. Mais par exemple, ce que mentionnait Anne Noël, qui est la prise en compte des alliés, c'est-à-dire que les collègues témoins qui sont ambivalents, qui ne savent pas très bien comment ils peuvent être protégés. Il y a une protection des représailles, mais les procédures internes ne sont pas assez fortes, et donc les collègues ne se bougent pas. J'ai vu juste une convention collective des détaillants de chaussures, qui était intéressante, de branches, qui parle en fait de créer cet environnement de travail particulièrement non sexiste et qui pourrait réduire les risques de violences sexuelles en disant suppression des images portant atteinte à l'intégrité des personnes dans les sanitaires, dans les vestiaires, garantissant cette neutralité. Et très important, pas seulement agir, et c'est ce qu'ils ont fait dans d'autres pays, pas seulement agir sur les travailleurs, mais agir sur les clients. Comment on agit sur un client. Et ce qu'on a vu pas mal avec Sciences Po aussi, notamment dans l'école de droit, c'est lorsque on fait du hors les murs. Lorsque les étudiantes font des stages, combien me rapportent, même en cabinet d'avocat, que je me sens une chose, qu'on me parle de mes petites culottes. Donc globalement, le problème de ce risque, c'est qu'il dépasse souvent le périmètre de la loi parce qu'il touche les clients. Comment on fait pour réduire ce risque des violences sexuelles et sexistes des clients. Et donc, deuxième outil, et je rejoins Claire Hédon, c'est l'action de groupe. Alors, je voulais dire que ce qui est intéressant, c'est que depuis 2 ans, on a monté un réseau d'action judiciaire en matière de discrimination avec une ancienne du Défenseur des droits qui est au bureau aussi, Sophie Latraverse, où l'idée, c'est plusieurs choses. C'est à la fois faire de la recherche, de la veille, de jurisprudence pour aider les avocats qui n'ont pas le temps de se mettre à jour sur ces questions, créer des groupes de travail, et il pourrait y en avoir un sur le harcèlement sexuel et sexiste, évidemment, parce que c'est lié aux discriminations, mais ça peut être aussi en coordination avec la force juridique. Et ce qui est intéressant, c'est donc ce savoir peut se collecter, et on a beaucoup parlé des fonds, récolter des fonds. Au Canada, ceux qui perdent, les entreprises qui perdent, doivent verser de l'argent à un fonds qui aide les futures victimes. C'est ce genre de circulation économique qu'il faut mettre en place en dehors de, bien sûr, la stratégie contentieuse. Et bien sûr, l'action de groupe nous permet de voir le harcèlement sexuel comme, en fait, contribuant au plafond de verre, contribuant à la ségrégation sexuée des métiers. Donc voilà, moi je trouve qu'elle peut nous réserver un avenir intéressant, constructif, et je voulais terminer sur une note positive. Merci. Merci beaucoup Marie Mercade-Brun.
En conclusion de cette table ronde, je voulais évoquer avec vous, Laurence Rossignol, quelque chose dont nous discutions avant le début de nos échanges. Pour toutes celles et ceux qui sont sensibles aux enjeux de justice et de féminisme, je trouve qu'on a vécu dans la période finalement qui date de, je sais pas, on pourrait dater le début, peut-être à MeToo, ou peut-être que ça a commencé au moment des Césars et d'Adèle Haenel, une forme de cacophonie, qui est même, de mon point de vue, un peu toxique, où on nomme mal un certain nombre de choses, on mélange des concepts, on vient plaquer des concepts juridiques à des réalités. Et on a eu, dans les dernières semaines, un peu le climax de cette cacophonie, avec certains qui viennent dire finalement, et on en a parlé tout à l'heure, la présomption d'innocence et la prescription, tout ça s'oppose à ce que nous vivons en ce moment. C'est d'ailleurs, de mon point de vue, compliqué, parce que parfois ces mots-là sont posés par des gens qui sont juristes, donc qui incarnent une forme d'autorité. On a eu le garde des Sceaux qui est venu dire, finalement, je le cite pour pas... Il a dit, voilà, il n'y a pas de code de déontologie, il y a la justice et un code pénal. Quand on vient de faire le constat que nous avons fait tout au long de la journée, c'est-à-dire finalement l'impasse parfois judiciaire dans laquelle se trouvent les femmes, je trouve que quelque chose d'aussi définitif, ça interpelle. Et donc voilà, je me tourne vers vous parce que finalement dans cette cacophonie, vous avez toujours fait preuve d'une pensée très articulée qui fait du bien. Et non, mais c'est vrai, je trouvais qu'à chaque fois qu'on vous entend, ça repose les choses. Et donc peut-être que là-dessus, évidemment, parce que c'est au cœur de votre débat politique, vous aurez des choses à nous dire. Merci. Alors, je vais commencer par une remarque qui va faire le lien entre ce que disait Marie à l'instant et la question sur laquelle Valence m'interroge. C'est que le harcèlement sexuel d'environnement, le climat sexué, n'est pas simplement que la volonté des hommes de pouvoir de se servir dans leur environnement proche, c'est une stratégie dissuasive à l'égard des femmes pour qu'elles restent aux portes des lieux de pouvoir. Il faut bien avoir ça en tête. C'est pas simplement la finalité n'est pas que sexuelle. La finalité, elle est politique de leur point de vue. C'est pour rappeler constamment aux femmes que si elles s'obstinent à pénétrer les lieux de pouvoir masculins et à vouloir y prendre toute leur place, elles y seront toujours en danger, et donc pour les dissuader d'y rentrer. Et à partir du moment où on a ça en tête, on regarde autrement toutes ces affaires de violences sexuelles et la manière dont on doit y répondre. Et c'est vrai que depuis, en gros, MeToo, peut-être même, je dirais, en fait, il y a quelque chose qui commence avec l'affaire DSK, qui continue avec l'affaire Beaupin, et qui jaillit avec MeToo et tous les MeToo, et le MeToo politique, moi je parle de celui-là. Et le MeToo politique, il est particulier parce qu'il concerne un milieu d'hommes, un milieu masculin de pouvoir, mais surtout pour lequel il y a un devoir déontologique et d'exemplarité qui est différent de celui qu'on peut exiger d'autres milieux. C'est-à-dire qu'il y a un devoir de cohérence pour les responsables politiques. Nous devons ressembler à peu près à ce que nous racontons. Nous devons être à peu près en harmonie avec le projet de société que nous défendons. Si nous sommes féministes et si nous déposons une proposition de loi tous les 15 jours pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, il n'est pas acceptable que nous occupions des fonctions de représentation dans nos propres partis qui soient des fonctions qui soient altérées par des comportements personnels. Et donc, moi, je revendique l'idée que lorsque j'entends justice médiatique, d'abord, je ne comprends jamais que des journalistes disent ce mot justice médiatique, ce n'est que leur pouvoir et leur d'investigation et d'enquête qui est à l'œuvre. C'est leur métier. Donc ils ne devraient jamais reprendre ce mot. Ils travaillent contre eux-mêmes quand ils utilisent le mot justice médiatique. Ils dévalorisent leur propre fonction. Et je veux simplement dire que nous avons besoin, parce que nous devons être plus exemplaires, de déontologie, de cohérence, que ce n'est pas une deuxième justice. Personne n'est obligé d'adhérer à un parti politique. Et les partis politiques sont libres d'investir, de désigner qui ils veulent pour les représenter. Et quand un homme politique est sanctionné, c'est-à-dire privé de sa capacité d'expression, de représentation ou d'investiture,
il n'est pas l'objet d'une condamnation pénale. Sa présomption d'innocence reste et demeure la même qu'au début de l'affaire. Il pourra toujours, devant les tribunaux, aller faire valoir sa défense. Mais nous considérons que les faits que nous connaissons sont suffisamment avérés. Or, ils le sont. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai évoqué la question de la présomption de consentement. Dans beaucoup des affaires que nous avons, qui sont portées sur la place publique, ils reconnaissent qu'ils ont eu des relations sexuelles, bien souvent. Mais ils disent qu'elle était consentante. Donc, il n'y a pas de problème. Mais donc, les faits sont avérés. Après, quand il y a 1, 2, 3, 4, 5 plaintes, après, quand un homme reconnaît qu'il a échangé des passe-droits, une promesse d'intervention contre une relation sexuelle, on peut lui dire qu'elle était consentante. Oui, elle était peut-être consentante, là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est celui de l'abus de pouvoir. Et donc là, il y a abus de pouvoir. Donc là, ce n'est pas acceptable de notre point de vue de politique. Et donc, je vous dis ça parce que c'est important pour moi de bien faire la distinction entre notre devoir et notre droit de choisir nos représentants selon nos propres critères et le travail de la justice à côté qui n'est en rien altéré. Et tous ceux qui vous disent « mais seule la condamnation pénale vaudra », elles n'ont qu'à porter plainte et la justice dira. En fait, ne font que poursuivre l'omerta sur ces violences. Voilà, ça n'aboutit qu'à une chose, c'est la poursuite de l'omerta et de l'impunité, parce que tout le temps de la justice, eh bien, l'homme restera en situation de pouvoir et de représentation. Merci. Merci à toutes pour vos interventions extrêmement riches. Je crois qu'on pourrait poursuivre ces échanges dans des jours et des jours. Moi, je n'en retiens qu'une chose, et on s'est interrogé tout au long de la journée, et Gonella Jolicoeur s'est aussi posé la question finalement, est-ce qu'on peut être une justice féministe, est-ce qu'on peut être juge féministe? Moi, je crois que fondamentalement, finalement, on est ici dans le pléonasme, puisque la justice est juste, le féminisme est juste, donc nécessairement une justice qui fait son œuvre est féministe. En tout cas, c'est la conviction que j'ai après vous avoir entendu.